Donc, pour notre prochaine conférencière, Mme Rosette Côté détient un diplôme en enseignement des lettres, une attestation en médiation, et non pas en méditation, je m'excuse très bien, ainsi que des formations sur mesure en ressources humaines et en gestion. Elle a occupé des postes de haut niveau, première vice-présidente et directrice du personnel à la CEQ. De 1996 à 2007, elle a été chef de cabinet de 2 ministres, conseillère spéciale du premier ministre Bouchard, administratrice d'État comme commissaire aux plaintes en santé et services sociaux et présidente de la Commission de l'équité salariale. Ses couloirs politiques lui ont servi de lieu témoin pour apprendre les rouages du pouvoir et des stratégies d'influence efficaces. Depuis 2007, elle agit comme consultante en leadership, gouvernance et stratégie politique pour le groupe Femmes, Politique et Démocratie, l'ENAP, et à son compte. Elle a conçu et donné des formations et conférences traitant des habiletés politiques en lieu d'influence à l'intention de milliers de personnes désireuses d'occuper des postes ou les occupants en politique active, partisane, syndicale ou municipale pour siéger sur des conseils d'administration d'entreprises, de syndicats, d'institutions financières ou d'organismes sociaux. Elle a aussi réalisé des mandats particuliers pour des conférences régionales, des élus, des syndicats, des regroupements d'affaires pour la Confédération des parlementaires de l'Amérique francophone et à l'étranger pour l'ENAP et pour l'ACDI, notamment au Maroc et au Rwanda, en vue d'intégrer l'approche genre en gestion des ressources humaines dans les fonctions publiques et en évaluation des emplois. Elle a participé à des événements sociaux comme membre de la Commission Claire sur la santé et les services sociaux, membre de la Commission Bélanger-Campeau. Elle a été responsable de l'hébergement des personnes évacuées des villes sinistrées lors de la crise du verglas en 1998, membre de divers conseils d'administration. Et elle fut l'organisatrice du Forum national Un Québec féminin pluriel en 1991. Mme Côté s'est aussi mérité plusieurs distinctions. Elle fut l'une des 9 personnalités de l'année 2006 honorées par la revue Actualité pour le dossier de l'équité salariale, a obtenu le Grand Prix Femmes de mérite de la YWCA et fut l'une des 400 femmes honorées lors des célébrations du 400e de la Ville de Québec en 2008. En 2010, elle s'est méritée le prix Gérald Tremblay du département des relations industrielles de l'Université Laval pour sa contribution exceptionnelle au monde du travail. C'est une biographie qui me fait presque manquer de souffle, mais je suis certain que vous en aurez assez pour venir vous entretenir avec nous. Donc, Madame Rosette Côté. Ça me fait toujours un petit velours, même un petit pincement au cœur de revenir à la CEQ, qui a été ma première école de formation en démocratie. Et c'est vraiment la meilleure école pour apprendre la démocratie. Alors, je pense que vous êtes chanceuses et chanceux d'y être. Mon intervention va viser à faire un peu une coupe chirurgicale du leadership, mais vue sous 2 angles. Pourquoi la mixité dans les lieux décisionnels n'est pas présente et quelles sont les stratégies qu'on doit développer pour être plus influente et influent. Donc, ce n'est pas juste une intervention qui va servir juste aux femmes, ça sert aussi aux hommes, parce que quand on parle de leadership, comme disait ma collègue précédemment, les habiletés pour exercer son leadership, elles doivent être autant masculines que féminines, et la meilleure façon de travailler, c'est d'être capable d'avoir des comportements variés selon le contexte, selon l'environnement, selon le positionnement des acteurs. Alors, c'est un peu ce que je vais faire. C'est assez hasardeux de le faire en 25 minutes, mais étant donné que je parle vite, là, vous allez me retrouver. De toute façon, il y en aura sûrement plus que moi. Donc, voilà ce que je vais faire. Là, il faut que j'aille le petit piton, hein, voilà. C'est à droite, là, celui-là, là? Ah, bon, c'est bon. Elle, là? Ah. Bon, alors donc, c'est-tu à la bonne place, moi, là? Je suis à la bonne place. Bon, comme vous voyez, je bonne les pitons. C'est celle-là. OK. OK, c'est bon, parfait. Alors, je suis partie. Là, je vais reculer. Il faut que je recule comment, là, par là? C'est bon, ça? Alors, comme le disait mon CV, ça fait depuis 2008 que je fais le tour du Québec pour faire des formations sur les stratégies politiques. Parce que mon objectif, c'est que les femmes investissent les lieux décisionnels, mais qu'elles ne les investissent pas en se brûlant ou en se faisant brûler. Alors, comment développer des stratégies qui permettent d'avoir de l'influence? Alors, ce que je constate sur le terrain, ça va répondre un peu à certaines réflexions que Madame vous posait tout à l'heure. D'abord, les femmes ont un rapport très ambigu au pouvoir. Quand je parle de leadership, moi, je parle de pouvoir, d'influence, de leadership. Bon, j'y vais assez rapidement là, pour dire les 3, parce qu'il y a des nuances, mais quand même, on le verra. Donc, les femmes, en général, ont un rapport au pouvoir, puis ils sont pas à l'aise. Ça explique pourquoi le nombre est moindre. La stratégie, parce que aujourd'hui, il faut être extrêmement stratège pour exercer des postes de pouvoir. Quand je parle de stratégie, je ne parle pas d'hypocrisie. Je parle de la capacité qu'on a de voir un groupe, de jauger un groupe,
de le lire et de trouver les bonnes façons de l'influencer. Alors, les femmes, en général, perçoivent la stratégie comme une opération de manipulation. Souvent, les obstacles structurels les plus importants, c'est autour de toute la culture syndicale et ça leur échappe. Il y a aussi, elle confirme que la culture politique syndicale, j'aime mieux regarder de même que regarder là, je vois bien. Elle confirme que la culture syndicale est une culture qui ne les rejoint pas. On verra ça tout à l'heure. En même temps aussi, elles ont de la difficulté à utiliser leurs sources de pouvoir. Elles ont des sources de pouvoir personnelles, elles ont des sources de pouvoir collectives, elles ont des sources négatives de pouvoir, les hommes aussi. On verra tout à l'heure qu'elles ont des sources négatives de pouvoir. Elles ont de la difficulté à travailler avec. Et finalement, toute la dimension de la nécessité de formation sur le leadership et sur les stratégies politiques aide les femmes à investir le pouvoir. Et elles y vont. La preuve, c'est qu'il y a eu un pourcentage assez important de femmes qui ont investi le pouvoir municipal à la suite de formations données sur le leadership et sur les stratégies politiques. Bon, pas le bon bord encore. Donc, l'hypothèse. Moi, mon hypothèse, et c'est ça que j'essaie de démontrer, je fais l'hypothèse qui a été confirmée sur le terrain, mais quand même, je vous la soumets, que si les femmes connaissaient mieux les règles du jeu du pouvoir, comment fonctionne la dynamique du pouvoir, comment fonctionne la logique du pouvoir, elles y prendraient goût et elles apprendraient à mieux négocier, autant dans leur vie quotidienne que leur vie professionnelle. Pourquoi je parle de négociation? Parce que d'abord, je vais vous dire qu'est-ce que c'est le pouvoir, comment le pouvoir se gère rapidement. Les stratégies politiques, quelles sont-elles? Quels sont les moyens? Je vais vous donner quelques trucs pour attirer des femmes qui sont tirées de l'expérience que j'ai sur le terrain et quelques clés d'influence importantes. Donc, le pouvoir, l'influence, le leadership, j'y vais là-dedans, c'est une relation à dimension affective et instrumentale qui vise à modifier des comportements. À quoi sert d'avoir de l'influence? Quand on a de l'influence à partir du moment où on arrive au monde. Quand on arrive au monde, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut influencer. Alors, regardez les enfants avec leur mère, ils vont essayer de trouver une moyen d'influencer. Donc, la vie est une négociation perpétuelle. La vie est une influence perpétuelle. Donc, le pouvoir, c'est toujours une relation qui est à la fois affective et instrumentale. Ce qu'on oublie souvent, c'est la dimension affective du pouvoir. Lorsqu'on ne réussit pas à influencer quelqu'un, à partir du moment où on est capable de le jauger, tout l'aspect affectif, l'aspect relationnel, si on l'oublie, on n'aura pas de pouvoir, on n'aura pas de leadership. L'influence, c'est la mise en action du pouvoir, et le leadership, comme vous le disiez ce matin, les collègues, c'est que c'est un ensemble d'habiletés pour influencer, pour exercer de l'influence dans les structures de pouvoir. Par contre, les trois font référence à une relation à établir. Quand on ne réussit pas à établir une relation avec les personnes qui sont en face de soi, dans un groupe, si on ne réussit pas à établir une relation, on n'est pas capable d'influencer. Alors, je donne un exemple. Supposons que vous êtes dans une table de négociation avec l'employeur dans votre école et que dans votre tête à vous, l'employeur est celui qui va venir vous berner, va venir vous essayer de vous emberlificoter, vous ne serez pas capable d'établir une relation avec lui. Parce que dans votre tête, là, vous êtes convaincu qu'il va vous fourrer, entre guillemets. Donc, vous ne serez pas capable d'avoir de l'ouverture pour voir comment vous êtes capable d'aller chercher ses intérêts. Donc, la relation, et c'est souvent dans le pouvoir la dimension qu'on oublie le plus. On essaye de passer un message, on essaye de montrer qu'est-ce que nous autres, on est bon, qu'est-ce qu'on pense qui est intéressant pour la négociation. On oublie qu'il faut établir une relation avec l'autre. Il faut que les portes soient ouvertes pour qu'ils nous écoutent. Si les portes sont fermées, on ne pourra pas se faire écouter. Donc, le pouvoir d'influence est très difficile à pratiquer. Quand je parle d'influence, pour moi, c'est parler avec du monde pour être capable de les amener ailleurs, de les amener là où on voudrait aller. Donc, le pouvoir d'influence est difficile à pratiquer. Il impose de bien pouvoir se lire. Qui suis moi? Quel genre de leadership j'exerce? Quel genre de personne je suis? Lire le contexte dans lequel on travaille. Lire les acteurs qui sont autour de nous et comment tisser des alliances. Parce que notre objectif, c'est il faut lire la dynamique, il faut sortir d'une dynamique de vouloir raison à tout prix, ce qui est très difficile. Il faut tenir compte des rapports de force qui sont en présence et du positionnement des acteurs. Les leaders les plus influents du groupe, qui sont-ils? Est-ce que je suis capable de les voir? Est-ce que je suis capable de regarder qui ils sont? Les acteurs doivent donc composer avec des étiquettes. On vous donne une étiquette. Cette étiquette-là, qu'est-ce que vous en faites avec? Donc, il s'agit, dans la sphère politique, de travailler avec les mêmes règles du jeu du pouvoir traditionnel auquel s'ajoute maintenant un pouvoir qui est beaucoup plus féminin. Les styles de leadership, je vais passer vite parce qu'on vous en a parlé beaucoup. Donc, le style un peu plus autocratique, le style un peu plus démocratique. Les compétences qui sont requises selon les recherches, et moi, je vais aller plus loin tout à l'heure. Dans les compétences, on vous en a parlé ce matin, détermination dans le sens de l'action, avoir de la vision, être positif, être engagé, avoir une intelligence analytique, une intelligence émotionnelle, ce qui est nouveau.
L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de lire les émotions des autres dans les discours, puis la capacité qu'on a de contrôler ses propres émotions, ce que les femmes ont beaucoup de difficultés à faire. On reviendra tout à l'heure là-dessus. Et l'intelligence aussi analytique et stratégique. Donc, de quelles habiletés parle-t-on? 3 types de savoir. J'ai essayé de trouver des choses qui vous concernent. 3 types de savoir. Je vais revenir en arrière. 3 types de savoir. Le savoir-être, le savoir-faire, qui est une démarche éducationnelle. Avoir du leadership, c'est s'inscrire dans une démarche éducationnelle. Donc, le leadership, actuellement, le sens du leadership, je pense qu'on vous l'avez vu hier, fait que je vais passer rapidement. Le leadership et le pouvoir a évolué. Le sens et la pratique du leadership, c'est maintenant plus en rapport avec un engagement qui est plus ponctuel. Il y a une perception du pouvoir qui est différenciée, du leadership qui est différenciée selon les hommes et les femmes. Madame vous l'a dit tout à l'heure. On a une recherche dans la conception du leadership de moins d'opposition, de plus de consensus, de plus de dialogue qu'avant. C'est aussi en rapport avec la notion d'éthique et de responsabilité de responsabilité sociale. Et notamment, dans presque toutes les recherches, on confirme que le leadership a évolué. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir politique? Moi, je vais vous démystifier ça, là. C'est une négociation. C'est une scène de théâtre, d'abord. Quand on commence à comprendre que le pouvoir politique, le pouvoir où vous êtes, quand vous êtes dans votre pouvoir, même je le mettrais dans le pouvoir individuel, c'est une scène de théâtre, il y a des rôles qui se jouent. Dans ces rôles-là, il y a des acteurs qui ont des vues semblables ou des vues opposées. Imaginez que vous êtes en CRT dans vos écoles. Imaginez ça. Des acteurs qui ont des rôles opposés. Dans les 2 cas, l'objectif, c'est d'ébranler des certitudes et de faire passer un message. Mais en même temps, c'est de semer du doute. C'est en rapport avec un enjeu principal qu'on a identifié, on a un univers stratégique qu'on a identifié, on veut régler tel problème dans telle école. C'est aussi, on a une idée précise de ce qu'on veut obtenir avant de partir. Puis en même temps, on a des imprévus. On peut avoir des mauvais acteurs, on peut avoir un mauvais discours, on peut avoir un mauvais scénario. Mais en bout de piste, notre objectif dans cette scène de théâtre-là, c'est d'obtenir à influencer, c'est d'obtenir ce qu'on a décidé de vouloir aller chercher. Donc, je vous rajouterais, la logique du pouvoir, c'est une négociation. Vous connaissez ce thème-là? C'est une négociation selon l'enjeu et le type d'acteur. Et à partir du moment où on est capable de voir quelle sorte de négociation on a, on va choisir les habiletés qui vont aller avec. Donc, est-ce que c'est une négociation sur la base des positions ou c'est une négociation sur la base des intérêts? Ou les deux selon les circonstances? Qu'est-ce qui va nous amener à voir que c'est une négociation sur la base des intérêts et la base des positions? Ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre l'avant, je vais aller à l'autre côté. J'ajoute des bouts, là, parce que j'anticipe, je veux que ça aille plus vite. Alors, qu'est-ce qui va faire que vous allez choisir une négociation sur position ou une négociation sur intérêt? Ça va dépendre des acteurs. D'abord, ça va dépendre du sujet, ça va dépendre du contexte, ça va dépendre du positionnement de vos acteurs, ça va dépendre de l'ouverture de négociation que vous avez, l'ouverture de contrôle que vous avez, et vous allez décider des habiletés qui vont avec. C'est extrêmement important parce que le contexte et les acteurs. Vous avez, tout ce matin, j'entendais un monsieur qui disait « Moi, j'ai un employeur en face de moi qui est convaincu que la mobilité, c'est ce qui est le plus important. » Mais le gars qui est en face de vous, qui est votre employeur, là, vous ne changerez pas. Fait comment vous voudrez lui envoyer la position du syndicat, il ne le prendra pas. Comment vous allez faire pour... D'abord, vous allez prendre acte que vous ne changerez pas, mais vous allez prendre acte que vous pouvez changer sa façon de voir les choses. Comment vous allez faire pour aller le chercher? Vous allez faire une négociation sur la base des intérêts. Si vous allez sur une base de position, vous allez avoir 2 positions qui s'affrontent. Et c'est extrêmement difficile. Et si vous allez sur la base d'intérêt, tout en gardant vos positions, tout en étant sûr que la façon dont vous voulez amener la personne, c'est celle-là. Si vous allez sur une négociation sur la base des intérêts, vous allez être capable d'observer vraiment quelle sorte d'acteur vous avez en face de vous. Quelle sorte de tête dirigeante vous avez en face de vous. Quels sont les éléments qui l'allument? Quels sont les éléments qui le dérangent? Comment il est perçu? Comment il se perçoit? Quand on est une bonne négociatrice ou un bon négociateur, là, on est capable de lire l'autre beaucoup avant d'agir. Si on n'est pas capable de lire la personne qu'on a en face de soi, on ne sera jamais capable de passer notre façon de voir les choses. Donc, la logique du pouvoir, c'est une négociation. D'ailleurs, l'influence, en général, est une négociation. À quoi sert notre vie si on ne veut pas influencer? Vous faites un party chez vous, vous avez plein d'amis, vous vous mettez à discuter de la position de M. Bolduc sur l'éducation. Hein? Prenons un exemple concret. Et vous voulez influencer des gens qui ne pensent pas comme vous. Vous allez passer la soirée. Qu'est-ce que vous allez faire toute la soirée? Vous allez chercher à influencer dans le sens de la façon dont vous voyez
son rôle. Donc, vous voyez son rôle de ministre. La vie est une éternelle négociation, donc la vie est une influence perpétuelle. Le pouvoir politique, c'est donc, ça je vous l'ai dit tantôt, je reviens là-bas, je suis en train de reculer, moi là. Bon, voilà, c'est bon. Donc, selon cette logique-là, les femmes, en général, aiment la négociation sur la base plus des intérêts. C'est ce que tout le travail que je fais sur le terrain me démontre. Mais elles sont considérées assez suspicieuses par les instances parce qu'elles aiment ça exercer une logique de compromis. En même temps, c'est le contraire du but recherché dans le rapport syndical. Alors, voyez-vous, alors les femmes, en général, qui sont dans les lieux de pouvoir, vont toujours être prises entre le goût, la volonté d'entrer dans une logique d'opposition, mais en même temps de se sentir, trouver important une logique basée sur les intérêts. Donc, le pouvoir traditionnel, vous l'avez dit, je faisais référence à 2 types de profils. Le pouvoir traditionnel, c'est un pouvoir qui est beaucoup plus masculin, qui est plus intellectuel, qui suit une structure de commandement. Ça s'affirme de façon plus directive et autoritaire, ça se nourrit d'une approche plus individualiste, puis ça s'exerce dans une négociation sur la base de position. C'est donc une approche qui répond beaucoup plus à une logique cartésienne. Alors qu'un pouvoir plus féminin, une approche, je dis pouvoir, on s'entend, ça peut être une approche, c'est un modèle plus relationnel, plus émotionnel. Ça valorise plus les relations humaines, l'écoute, l'empathie, ça se préoccupe de l'impact des décisions sur les personnes, ça c'est majeur, puis ça cherche à négocier sur la base des intérêts. Donc c'est une approche qui est plus relationnelle. Il n'y a pas une approche qui est meilleure que l'autre. L'approche traditionnelle rationnelle, elle est bonne, et on va s'en servir selon le contexte, selon les acteurs, selon le sujet, et le contraire aussi. La meilleure stratège au monde et le meilleur stratège au monde, c'est la personne qui est capable d'utiliser autant une approche plus féminine, entre guillemets, pour aujourd'hui, je ne parle pas pour dans 75 ans, mais une approche plus rationnelle, je vais prendre cet exemple-là, avec une approche plus relationnelle. Ça, c'est un bon leader. C'est-à-dire, c'est la personne qui est capable de dire, la personne que j'ai en face de moi, je ne réussirai pas à l'atteindre par les émotions. Je ne réussirai pas à l'atteindre par des exemples. Je vais réussir à l'atteindre par le cerveau. Je m'en vais dans le cerveau. Parce que ça ne me donne rien, je ne l'atteindrai pas si je m'en vais ailleurs. Et inversement. Donc, aujourd'hui, pour avoir un réel leadership, il faut développer les 2 approches. Ils sont essentiels à être utilisés selon l'enjeu, je le répète, selon l'enjeu, le contexte et le positionnement des acteurs. Les obstacles structurels, Madame en a parlé, donc je ne reviens pas. En gros, ce qui ressort dans toutes les recherches qui ont été faites et les femmes avec qui j'ai travaillé, les femmes ont un petit ego, un petit ego. Elles sont convaincues d'avoir des capacités un peu plus limitées. Elles sont attachées, et là je vais vous parler des travers féminins, tantôt je prendrai un petit bout sur les travers masculins, ça va être intéressant. Elles sont très perfectionnistes, elles ont le souci du détail. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça va se traduire dans la façon de travailler, dans la façon d'influencer. Elles ont besoin de reconnaissance. Hey, j'ai-tu été bonne? Hey, j'ai-tu été bonne, moi là? Hein? Besoin de reconnaissance. Puis en même temps, elles savent qu'il y a du sexisme dans le pouvoir syndical. Et ça, je sais que je ne suis pas fine pour vous autres, là, mais le sexisme est encore extrêmement présent dans les structures syndicales. Moi, j'ai travaillé dans le monde syndical depuis fort longtemps et je le vois encore aujourd'hui. Donc, et la culture syndicale. On n'a pas beaucoup parlé de la culture syndicale, mais la culture syndicale déroute un peu les femmes. L'étude qu'avait faite Mme Saint-Mars pour vous autres, elle le démontrait, parce que ça utilise des stratégies beaucoup plus conflictuelles, beaucoup plus oppositionnelles, beaucoup plus réactionnelles, donc des stratégies qui peuvent être même abusives. Parce que moi, je travaille sur des stratégies d'intégrité, mais il y a des stratégies abusives de pouvoir. Si vous faites de la retention d'informations, si vous ne donnez que l'information qui fait votre affaire quand vous faites des réunions, bien, vous avez une stratégie abusive de pouvoir. Alors, donc, les stratégies, et ça exerce un esprit plus de clan. Dans le monde syndical, on a peur de l'autorité parce qu'on est l'autorité soi-même. Donc, les approches du pouvoir de l'autre et des approches de compromis sont difficiles. Elle encourage souvent la dualité, la compétition. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, ce que je vous dis là. On s'entend-tu? Il faut le savoir. Il faut savoir les choses pour être capable de les transcender. Quand on ne les sait pas, on n'est pas capable de bouger. Mais elle est aussi réfractaire, la culture syndicale est un peu réfractaire à des approches de dialogue. Et surtout dans le contexte actuel, là, oh, padaille, le dialogue est difficile, hein? On s'entend-tu? Bon, on ne le dira pas longtemps. Donc, l'exercice du pouvoir syndical est plus traditionnel dans la culture syndicale actuelle. Et ça, il faut le savoir. Dans ce contexte, là, les femmes s'y sentent moins à l'aise,
Elles doutent de l'efficacité de certaines stratégies. Elles n'aiment pas le conflit. Elles sont plus portées vers des stratégies relationnelles. Mais, et j'ajoute, malgré cela, il faut apprendre des stratégies rationnelles et relationnelles. Et je dis la même chose aux hommes parce que je fais de plus en plus des formations dans des groupes mixtes, comme vous autres. Si les femmes doivent apprendre des stratégies rationnelles, les gars doivent apprendre des stratégies relationnelles. La capacité d'entrer en relation avec l'autre, la capacité de se soucier de à quelle place la personne est rendue. Donc, le premier constat pour attirer des femmes, c'est revoir le fonctionnement syndical en valorisant les deux approches du pouvoir, puis en apprenant à les utiliser dans les endroits appropriés. Deuxièmement, le savoir-être. Maintenant, les études démontrent que tu ne peux pas être un bon leader si toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Il fut un temps où on disait, tu vas occuper un titre, tu vas avoir le poste, tu vas avoir tout ce qu'il faut pour faire la job et tu vas être bon. C'est plus vrai. Maintenant, la connaissance et la mobilisation de son pouvoir personnel est extrêmement important pour avoir de l'influence. Et le pouvoir personnel se mesure à la connaissance de soi et la confiance en soi, qui est une denrée difficile pour les femmes. Et j'ajouterai un autre élément. Le leadership, là, ça se fait reconnaître par l'autre. C'est l'autre qui nous donne notre leadership, c'est pas nous. Comment vous vous promènerez à travers tous les couloirs scolaires et vous direz « moi, j'ai du leadership, moi, j'ai du leadership ». Si les autres ne vous donnent pas le leadership, ne vous l'accordent pas, vous ne l'aurez pas, même si vous l'avez. Donc, le leadership, c'est quelque chose qu'on doit acquérir avec des compétences. Avec le savoir, il y a le savoir-être qui peut faire la différence. Le pouvoir personnel. C'est tout ce qui est rattaché à sa formation, qui est rattaché à la capacité de se diriger soi-même. Alors, ce matin, on disait qu'il faut avoir de la vision. Pour avoir de la vision, il faut savoir qui on est. Pour avoir de la vision, il faut savoir nos forces, nos faiblesses. Pour avoir de la vision, il faut savoir où s'en va l'organisation. Et pour savoir où s'en va l'organisation, il faut savoir où nous, on se place dans l'organisation. La capacité à vaincre ces déficits de genre, et c'est en rapport aussi avec la considération de soi, le pouvoir personnel. Si vous avez l'impression que vous n'êtes pas bon, bien, c'est certain que vous allez transmettre une image de quelqu'un qui n'est pas sûr de ces choses, qui n'est pas sûr de ce qu'il vaut. Le pouvoir personnel, je vais passer vite, je vous l'ai dit. Les sources négatives de pouvoir, je vous en ai parlé un petit peu, les pouvoirs de genre féminin, de genre masculin. Alors, quand je disais qu'il faut que les habiletés relationnelles soient aussi conjuguées avec les habiletés rationnelles, bien, vous avez un peu des déficits de genre qui nous nuisent dans la gestion du pouvoir. Deuxième constat. Pour attirer des femmes à investir le pouvoir, il faut les aider à travailler leur confiance en soi. Madame le capitaine parlait de formation sur le développement personnel. Le développement personnel passe par la confiance en soi. Il passe par l'estime de soi. Il faut être sûr qu'on va être bonne. On va être sûr qu'on va réussir à passer à travers. Et ce n'est pas nécessairement juste des femmes qui vivent ça, là. Quand je le fais, c'est parce que la tendance, c'est que les femmes manquent de confiance en elles, mais je connais aussi beaucoup d'hommes qui exercent le pouvoir qui sont dans la même réalité. Et pour attirer des femmes au pouvoir, il faut que les hommes cultivent leur côté féminin. Quand je parle de cultiver le côté féminin, c'est cultiver la capacité, l'approche plus relationnelle, l'approche qui est beaucoup plus proche du consensus, de l'écoute, de l'aspect participatif, de l'aspect qui est plus démocratique, mais une démocratie là, qui est plus ouverte. Donc, ce qu'on appelle le leadership transformationnel est très participatif. Quels sont les savoir-faire? Excusez-moi. Donc, il faut, des choses les plus importantes dans la gestion de l'influence, c'est apprendre à lire les jeux politiques. Il y a des jeux politiques qui se passent autour d'une table. Comment on lit les jeux politiques? Comment on comprend les raisons à l'origine des controverses qui arrivent? Ce n'est pas juste la controverse de dire « c'est le patron, je suis le syndicat ». Il y a d'autres controverses qui peuvent naître soit en amont ou en aval de cette réalité-là, et des compétences relationnelles. Donc, les habiletés politiques, je passe vite, vous savez qu'est-ce que ça veut dire, mais en gros, les habiletés politiques sont extrêmement importantes à développer. Le sens politique, comprendre la complexité d'une organisation, mesurer les risques, puis être sensible aux dimensions interpersonnelles. Ce matin, on vous disait que l'aspect personnel, l'aspect de dimension interpersonnelle était extrêmement important. Et le sens, la stratégie. Dans le fond, le sens stratégique, c'est quels sont les bons moyens que je dois prendre qui vont être adaptés à la situation et qui vont m'amener à avoir de l'influence. Les habiletés relationnelles, je passe plus vite, là. L'intelligence, donc dans les habiletés relationnelles, vous avez l'intelligence émotionnelle, puis l'acuité sensorielle. Je reviens juste à l'intelligence émotionnelle, qui est la capacité de voir les effets psychologiques des agissements des autres sur soi et inversement. Quand je suis dans un groupe, je veux influencer, vous êtes dans votre classe, dans votre école, vous voulez influencer, est-ce que vous êtes capable de lire les effets psychologiques des comportements des autres sur vous et inversement? Sinon, si vous n'êtes pas capable de lire ça, vous ne serez pas capable de voir où est rendu l'autre et de l'amener là où vous voudriez qu'il aille.
L'action d'influence, qu'est-ce que c'est? Les interactions se manifestent dans les comportements. Les comportements s'expriment dans les idées véhiculées. Et puis, les stratégies répondent à des intentions conscientes ou non. Et les intentions, les intérêts ou les stratégies sont toujours reliés à soi. On ne parle dans la vie que toujours que de soi. Parce que quand on exprime, quand vous êtes en négociation, les valeurs auxquelles vous croyez, les éléments que vous trouvez importants pour votre milieu, pour les intérêts de vos membres ou des membres, c'est toujours lié à soi. Troisième constat, les habiletés relationnelles vont souvent dépister et comprendre les jeux politiques. Puis l'influence et le leadership politique passent par la maîtrise de 2 types d'habiletés. Maintenant, quelques clés d'influence. J'en donne quelques-unes. Savoir se préparer. Je vais aller rapidement. On se figure que se préparer, c'est de lire les documents. On a reçu 42 pages, on les a toutes lues, puis là, je suis bien préparée. C'est pas vrai. Tous les cours de stratégie qui sont donnés aux gens qui font du sport, on leur demande d'anticiper le jeu des adversaires. Lequel va aller à gauche, lequel va aller à droite. Moi, je ne connais pas bien gros les sports, là, mais à peu près. Lequel va envoyer la rondelle, c'est qui va l'avoir. Anticiper, c'est d'apprécier l'environnement avant que la réunion ait lieu, avant que la situation d'influence se passe. Apprécier l'environnement. Faire 3 listes. Une liste des opportunités puis des menaces. Je sais qu'opportunité, ce n'est pas français, mais je l'écris pareil. Une liste sur le positionnement des acteurs, quels vont être les plus forts, les moins forts, qui va avoir un leadership plus fort, qui va être moins fort. Troisièmement, quels vont être les arguments. On se figure que la préparation d'une réunion ou d'un lieu de stratégie, là, moi je vous parle, vous êtes dans un milieu pour essayer d'influencer, là, la négociation s'en vient, là. Il va falloir que vous négociez, il va falloir que vous influenciez. Comment faire pour préparer une réunion? Est-ce qu'on la prépare juste en ayant lu tous les documents et en disant « moi, le dire ci, moi, le dire ça » ou si on est capable d'anticiper comment ils vont se positionner, eux autres, pour être capable de défaire ce qu'ils vont apporter. Donc, on se visualise gagnant, puis on visualise aussi comment ça va se passer. Donc, la dynamique, être capable de lire la dynamique en action. Dans quel environnement parle-t-on? Comment le groupe est composé? Comment va se situer la dynamique du groupe? Comment les acteurs vont... C'est quoi ma zone réelle de négociation? Je suis dans un domaine où c'est l'aspect de l'arbitraire du patron. Ma zone de négociation est petite pas mal, là. Mais je suis dans un domaine où c'est la négociation de ma convention collective et j'ai des articles X, Y, Z. J'ai une plus grande zone de négociation. Et les alliances. Pas d'alliance, pas d'influence. Si vous n'êtes pas capable, dans un groupe d'influence, d'amener d'autres à votre point de vue, vous ne gagnerez rien. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas un beau point de vue. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas raison. Ça ne veut pas dire que la façon dont vous allez exercer votre leadership est mauvais. Mais vous n'avez pas d'alliance. Pas d'alliance, pas d'influence. Souvent, on oublie que quand on pense qu'on arrive dans une réunion, là, je vous parle d'influence, vous savez, c'est des formations que je donne en 3 et 6, 8 heures, là, fait que je comprends que je vais vite, mais supposons qu'on arrive dans un groupe, je veux influencer. Je n'ai pas d'alliance. J'ai bien des arguments. Je suis dans une négociation de position, mais je n'ai pas d'alliance. Ce n'est pas parce que je n'ai pas le bon sujet. Je n'en ai pas. Il faut en créer. Donc, on fait un peu comme la banque des oui, là. On croche. On est 8 autour de la table. Je croche, je fais des crochets. Pas d'alliance, pas d'influence. Et les alliances et l'influence va passer par le positionnement des acteurs. Il faut que je sois capable de savoir comment est ma tête dirigeante. Ma tête dirigeante, là, je ne la changerai pas. Je reviens là-dessus. Je sais que vous allez trouver ça plate, ce que je vous dis là, mais ça marche. Si vous voulez changer votre tête dirigeante, vous allez avoir un problème. Si lui est le directeur d'école, puis il comprend bien. Mettons, on va le mettre off. Hein? On va mettre ça off. J'ai un directeur d'école, il ne comprend rien. Il a l'impression de donner, il veut faire croire que la pédagogie, c'est important, mais il ne l'est pas. Ça peut arriver. Là, je vous mets ça au maximum. Vous ne le changerez pas. Tout comme il ne vous changera pas. Alors, comment je fais maintenant pour l'amener là où mes membres voudraient qu'il aille? Comment j'organise mes affaires? Je peux arriver puis défiler toutes mes positions, puis dire, voilà ce que moi je pense, mes membres pensent ci, mes membres pensent ça, puis je peux parler. J'ai fait un beau tour, j'ai eu un beau tour, là, j'ai parlé. Mais j'ai-tu parlé pour mes membres? Là, c'est une autre question. Là. J'ai-tu cherché à savoir comment était situé le groupe? C'est pas une autre question, ça aussi. Là. Donc, mes personnes, ma tête dirigeante, il faut que je l'ai saisie. C'est quoi les personnes influentes dans le groupe? Mettons que je sais que Pierre, Jean-Jacques sont influents, eux autres là. Bien, je pourrais lui parler avant, puis dire à Pierre, Jean-Jacques, avec toi, là, on va s'enligner là. Ça, c'est des alliances potentielles. Êtes-vous capable de dire vos alliés, vos adversaires? Y a-t-il des personnes, il y a des gens qui sont dysfonctionnels dans un groupe? Il y en a dans le monde syndical, dans mes anciennes vies, depuis n'avoir là.
Mais dans mes anciennes vies, là, moi, là, il y en avait qui arrivaient au micro, là, puis tout ce qu'ils faisaient, c'est d'essayer de faire du surtemps. On en faisait en maudit du surtemps. Hein? Il parlait, puis il parlait, puis il parlait, mais il disait rien. Bien, il disait rien. Il disait quelque chose, là. Mais il disait pas... Quand on veut parler, là, et je vais arriver sur la communication, quand on parle, là, il faut parler pour faire une différence. Il ne faut pas parler pour parler, là. On n'est pas là pour jaser. C'est très... occuper un poste de représentante syndicale, comme vous autres, là, c'est extrêmement exigeant. Ça demande l'adaptation, puis ça demande la discipline, puis ça demande d'être préparé. Quand on veut occuper un poste de représentation, là, on ne fait pas juste venir faire des petites formations. Là. Puis même, on ne fait pas juste consulter ses membres. On a l'obligation d'une discipline personnelle. Là. Puis on a l'obligation aussi, on est égal à nos membres, là, mais on a une responsabilité en maudit, par exemple. Si on n'est pas dans un style collégial, juste collégial, il faut faire avancer des choses. On a une pensée personnelle, mais on est capable de mettre sur la table des idées. Il faut en mettre. Donc, c'est extrêmement important de voir qui vont être vos alliés, qui vont être vos adversaires. C'est quoi les rapports à la diversité? On en a parlé. C'est plus comme avant. Là. Vous êtes à Montréal. Là. C'est plus la même réalité que si vous êtes dans une région où la diversité culturelle est moins présente. Savoir jouer en équipe. Je pense qu'on a perdu ce tour-là. Ce matin, on disait que le syndicalisme était devenu très individualiste, mais quand la société est individualiste, on a perdu le sens de l'équipe. Mais reste comment? J'achève. Oui, j'achève. Donc, savoir jouer en équipe. Ça, là, c'est à peu près la chose qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas jouer en équipe. On ne sait pas tirer la balle à l'autre. Tout ce qu'on fait dans une équipe, c'est essayer de se montrer. Excusez-moi si je vous dis ça de même, je ne veux pas vous faire de peine. Là. On veut se montrer, on veut montrer qu'on a la vérité, qu'on a le bon sujet, qu'on sait quoi dire, que nous autres, on sait ce qui est bon pour nos membres. Donc, on n'est pas capable d'entrer, de jouer en équipe. On joue tout seul. Pourquoi est-ce que vous pensez que la relève est difficile à ce point-là dans toutes les organisations, autant syndicales qu'ailleurs? On ne joue pas en équipe. On fait notre propre promotion. On est président, puis on veut rester là. Là, je suis raide un peu, là, mais c'est pas grave, je vous le dis pareil. Alors, savoir jouer en équipe, là, ça exige beaucoup d'abnégation, puis ça exige beaucoup d'humilité. C'est pas parce qu'on est président qu'on peut le rester toute notre vie. Donc, savoir jouer en équipe, c'est se faire des alliances, chercher les intérêts, voir les jeux politiques, vérifier l'information. J'arrive sur une affaire plus importante, puis j'y vais quand même, là. La clé. J'arrive sur ma clé. Ce matin, j'observais, j'écoutais les interventions, j'essayais d'analyser à partir de ma lunette de savoir communiquer. Et la communication, c'est 80 de l'influence dans un groupe. La capacité de communiquer, la capacité d'avoir une fluidité communicationnelle, la capacité d'entrer en relation avec d'autres et surtout la capacité de se situer à l'écoute de l'autre et non son écoute. Souvent, on est appelé, on arrive dans une réunion d'influence puis on se dit, bon là, on m'a tout leur expliqué mon point de vue. On a tout préparé ça sur un papier. Puis on a tout notre point de vue expliqué. Puis là, on l'écrit. On écrit tout ce qu'on a à dire. Puis là, écoute, on arrive, on fesse dans le tas. On ne regarde pas l'effet de notre discours sur l'autre. On ne regarde pas le non-verbal. On ne regarde pas si ce qu'on dit, ça a canalisé l'intérêt. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on parle. On n'a pas communiqué, là. La communication, c'est une relation. Et l'influence passe par la communication. Donc, des formations sur la prise de parole, sur la capacité d'organiser son point de vue, d'intervenir au micro. Vous savez comment vous parlerez 1 heure au micro, là? Savez-vous qu'après les 3-4 premières secondes, les personnes ont commencé à décrocher? Si vous n'avez pas réussi à canaliser l'intérêt dès le début, là, vous êtes fini. Le monde va chanter des chansons dans leur tête. Alors, la communication, c'est la clé de l'influence. Je ne le dirai jamais assez, elle est prouvée partout. C'est sûr que communiquer et rien dire, c'est pas mieux non plus, là. Mais communiquer, quand on a vraiment quelque chose, on veut influencer, on a un objectif d'influence, on veut que ça aille dans ce sens-là, il faut communiquer. Donc, il faut être capable de s'exprimer dans un processus de dialogue. Il faut se centrer sur l'autre et non sur soi. Il faut être à l'écoute du groupe. Donc, il faut lire le groupe. Il faut regarder où est-ce qu'on est rendu, nous autres aussi. J'achève, j'ai fini. Donc, je vous l'ai dit. Alors, la conclusion. Les femmes, en général, doivent incessamment travailler la confiance en soi, la connaissance de soi puis l'estime de soi. Elles doivent ménager leurs arrières et choisir leur bataille. On ne peut pas toutes les gagner. Il faut en choisir quelques-unes. Troisièmement, l'influence passe par la communication et la fluidité communicationnelle.
le leadership repose sur la mise en valeur de soi, de ce qu'on est et de ce qu'on sait. Si on oublie ce qu'on est en utilisant que ce qu'on sait, on va manquer notre coup. Si on utilise juste ce qu'on est sans savoir ce qu'on sait, on va manquer notre coup aussi. Ces deux conjonctures-là, ces deux éléments-là sont extrêmement importants pour être capable d'avoir du leadership. Et le leadership efficace suppose qu'on va mobiliser ses sources personnelles, ses sources de pouvoir personnelles, qu'elles soient négatives ou positives, puis qu'on va être capable de lire la dynamique d'un groupe et de faire des alliances. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se situer dans le contexte. Il faut se situer dans l'environnement. Et là, j'ai parlé du leadership vu que sous un angle individuel dans un rapport collectif, mais le leadership syndical repose sur les mêmes prémices du leadership individuel. On ne donne pas ce qu'on n'a pas, premièrement. Et deuxièmement, les autres doivent nous reconnaître qu'on a de la force, qu'on a du leadership. Il y a des qualités à développer. Puis la plus grande des qualités, c'est d'être capable de s'exprimer, puis d'être capable de passer son message et de choisir le message à passer, les angles par lesquels on le passe quand on a un groupe d'influence. Alors, c'est une des qualités extrêmement importantes, ça, dans le leadership. Donc, je me résume, être capable de se communiquer, donc d'entrer en relation avec un groupe, être capable de s'adapter aux situations en tenant compte du contexte des acteurs, être capable de tisser des alliances au-delà du monde avec qui on peut faire un beau party. Hein? Vous avez tout du monde qui pense comme vous autres, vous n'aurez pas de problème là, à avoir de l'influence. Tout le monde pense pareil. Qu'est-ce qui est le plus dur dans l'influence ou dans le leadership? C'est d'amener des gens qui ne sont pas du même avis pour les amener à faire un bout de chemin. Donc, le leadership, c'est un très beau party, avoir du leadership avec tout le monde qui pense pareil. Alors, et dans le monde syndical, c'est encore plus dur à cause de la conjoncture actuelle, à cause vous n'avez parlé ce matin, de l'image négative du syndicalisme, mais aussi parce qu'on a une société, on a des valeurs qui sont extrêmement différentes dans la société. Fait qu'il faut continuer à faire du syndicalisme autrement, mais du syndicalisme pareil.